Bon allez, même si on n'est pas d'accord avec lui, on va quand même écouter Emmanuel Macron parce que c'est quand même le président de l'État français, donc ça vaut bien 30 secondes de notre temps pour essayer de comprendre un peu sa vision des choses. La libération de Paris relève la promesse révolutionnaire de la fête de la Fédération. Par-delà toutes les divisions, toutes les contradictions, être français, c'est être ensemble. Libre, fidèle aux grandes choses faites et déterminé à continuer d'en faire. Bah ouais, on comprend rien, qu'est-ce que je te dise, hein. Donc, vu qu'on peut pas compter sur lui pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde, on va plutôt faire une actualité réfractaire, comme tous les jours sur cette chaîne. Premier sujet, évidemment, nous allons parler du fondateur de Telegram qui a été arrêté en France. Mais avant de parler de l'arrestation en elle-même, on va poser le contexte. Pavel Durov a 39 ans aujourd'hui. C'est un entrepreneur russe qui est à l'origine de VK qu'il a créé en 2007, qui est l'équivalent russe de Facebook. Sauf qu'en 2014, il vend cette entreprise en disant qu'il refuse d'appliquer les demandes de censure de l'État russe. Il fonde alors une nouvelle application, une nouvelle entreprise Telegram, une messagerie qu'il présente comme chiffrée et qui permet soit de discuter entre utilisateurs, soit de rejoindre des boucles gérées par des administrateurs qui font office de canal de communication pour énormément d'États, de personnalités politiques ou de collectifs. D'ailleurs, on est aussi présent sur Telegram au Canard, pour te dire. Aujourd'hui, l'application est utilisée par plus de 900 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, Telegram est l'un des seuls réseaux sociaux de masse qui ne soit pas géré directement par une immense entreprise états-unienne ou chinoise. Telegram, c'est 50 personnes qui sont établies à Dubaï. D'après Durov, le fondateur donc, l'application n'a pas de lien avec l'État russe. Et l'application, elle est aussi réputée pour être assez léger au niveau de la modération. La suppression des boucles n'est pas instantanée, elle n'est pas systématique à la demande des États, ce qui les met d'ailleurs en conflit avec de nombreux États. Et ça en fait aussi l'outil de prédilection pour de très nombreuses pratiques qui sont impossibles ailleurs. Alors évidemment, on parle du trafic de drogue ou du trafic d'armes ou ce genre de choses, mais il y a d'autres pratiques. On avait vu sur Canard par exemple les streams illégaux de matchs de foot qui permettent de passer outre les abonnements ultra chers des diffuseurs. Et à chaque fois qu'une boucle comme ça est créée, les administrateurs créent en même temps 3, 4, 5 autres boucles de secours, ce qui fait que même si Telegram en détruit une, et ben en fait, il y a le reste qui est là et qui permet de continuer l'activité illégale. Une modération donc qui n'est pas systématique et qui n'est pas instantanée, qui permet donc d'installer ce genre de trafic et de pratiques illégales. Mais c'est aussi très utile politiquement. Vu que la censure elle est faible, on y retrouve par exemple des boucles Telegram indispensables qui montrent de manière crue les massacres en Palestine qui sont impossibles de diffuser ailleurs. C'est pour ça que sur YouTube, les inserts que vous voyez, ils sont floutés. Pareil sur la guerre en Ukraine, on retrouve de très nombreuses boucles des deux côtés du conflit qui va permettre d'informer plus ou moins sur ce qui est en train de se passer en Ukraine et en Russie. C'est sur Telegram aussi où sont publiées régulièrement des fuites de documents confidentiels de l'État israélien sans que celui-ci puisse réellement l'en empêcher. C'est là où on voit qu'on a reculé depuis Wikileaks, puisque à l'époque de Wikileaks, tout était centralisé mais surtout authentifié et librement accessible. Là maintenant c'est galère et on ne sait pas si la moitié des documents c'est pas des faux. Alors souvent Telegram finit par censurer, comme Twitter, il s'arrange au cas par cas avec les gouvernements, mais c'est un rapport de force permanent que les États voudraient atténuer. Et si vous suivez les actus réfractaires, vous savez qu'en ce moment, la Commission européenne, mais aussi l'administration états-unienne, tente de plus en plus de réguler les réseaux sociaux, notamment dans la lutte contre la désinformation. En fait, il y avait toute une classe de milliardaires, de riches et de politiques qui étaient organisés et qui s'arrangeaient pour faire passer les bonnes informations. Et là, tu as des nouveaux médias qui apparaissent et qui n'arrivent pas à réguler de la même façon. Donc, ils font des nouvelles lois pour pouvoir contrôler de la même façon les réseaux sociaux qu'ils contrôlent déjà la presse traditionnelle. Par exemple, sur Facebook, ils arrivent à s'arranger au cas par cas, donc ça pose pas trop de problèmes. Sur Telegram, c'est un peu plus compliqué, donc là, ils y vont un peu plus fort, les États. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'il y a eu l'arrestation. Le fondateur de Telegram, se sachant sous pression des USA et recherché en France, a quand même décidé de venir sur Paris. À la sortie de l'aéroport Paris-Bourget, il a été arrêté et mis en examen. En fait, les autorités françaises jugent officiellement, sur le papier, que vu que c'est pas assez modéré, c'est que le patron de Telegram, il est donc associé à tout ce qui se passe sur sa plateforme, notamment les trafics de stupéfiants, le cyberharcèlement
harcèlement, la criminalité organisée, l'apologie du terrorisme et plein d'autres fraudes. Le gars risque une garde à vue de 96 heures et une mise en examen par les autorités françaises. Un coup de pression bien évidemment politique organisé par le gouvernement français alors que Durov avait obtenu la nationalité française il y a à peine 3 ans. Et ça grâce à un sombre article de loi qui fait que, en gros, je vous la fais simple, le gouvernement peut décider que n'importe quel étranger puisse devenir français et avoir le passeport français. Et c'est donc ce qu'ils avaient fait avec le fondateur de Telegram, ils avaient fait pareil aussi avec le fondateur de Snapchat. Donc en gros la stratégie c'est les États s'acoquinent avec les dirigeants des réseaux sociaux en leur filant plein de pognon avec des lois qui sont plutôt sympas, avec des passeports, en les invitant dans des grands dîners et compagnie, et si ça fonctionne pas, eh ben ils envoient la police. En réaction, de nombreuses personnalités sont venues soutenir le fondateur de Telegram, que ce soit Elon Musk, le lanceur d'alerte Snowden, des hauts cadres de la Fédération de Russie ou même des proches de Donald Trump qui ont laissé crever pendant 4 ans Julian Assange et qui maintenant tweetent courageusement pour Pavel. Évidemment, on suivra ensemble cette affaire dans les jours à venir, donc pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper et surtout à nous soutenir sur Tipeee avec des dons réguliers pour qu'on puisse continuer notre travail en toute indépendance. Allez, on va passer par un petit point sur la politique française, puisque tu as des nouvelles avec LFI et Mélenchon qui a tenté un petit coup de poker. Les opposants de la LFI voulaient censurer tout gouvernement avec des insoumis dedans, ce qui fait que Mélenchon a tenté un truc, il a fait une contre-pro. Emmanuel Macron a écarté la nomination de Lucie Castet vendredi dernier comme première ministre, prétextant les menaces de censure par la droite et par les macronistes. Et la réaction des LR, des macronistes et des RN, c'est que Mélenchon ou pas, insoumis ou pas dans le gouvernement du NFP, si c'est du NFP, c'est censuré. Ce qui est une petite démonstration du fait que le problème, c'est le NFP, le problème, c'est le programme, c'est pas les insoumis, le Venezuela ou je sais pas quoi. Ce qui repousse encore plus l'éventualité d'un gouvernement NFP dans les prochaines semaines. Mais c'est un tour de passe-passe. Nous, on a bien dit, on censurera tout gouvernement qui est issu du nouveau Front Populaire, mais surtout qui applique le programme du nouveau Front Populaire. Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'une seule possibilité possible dans ce gouvernement, c'est une compromission entre PS, macroniste, LR, avec le RN qui ne vote pas la motion de censure. C'est-à-dire un truc entre Cazeneuve et Wauquiez et avec le RN qui se la ferme. Macron a annoncé qu'il annoncerait le futur Premier ministre à partir de mardi. Donc c'est peut-être mardi, mais c'est peut-être mercredi, ou jeudi, ou vendredi, ou la semaine prochaine. Bref, dans tous les cas, évidemment, on en parlera sur Actu Réfractaire. Allez, on repasse du côté de la ZAD contre le chantier de l'A69 qui a subi une nouvelle attaque policière hier soir vers 18h. L'opération a duré près de 3 heures, durant laquelle les gendarmes ont visé les militants avec des gaz lacrymogènes, des LBD et des grenades de désencerclement. Ils ont détruit les tentes et les habitats du campement. Une intervention qui n'est pas sans rappeler celle de février, un siège de 47 jours qui a été épinglé par le rapporteur de l'ONU pour ses violations de certaines conventions internationales sur le droit de l'homme et la torture. Cette intimidation intervient une semaine avant la reprise des abattages des arbres et surtout une semaine après les attaques et les incendies de la ZAD par des militants fascistes. Prochain rendez-vous, c'est le 28 août à la ZAD de l'A69 vu qu'il y aura un rassemblement organisé. Allez, on finit avec une enquête de la CGT des chômeurs qui relève l'étendue du business du chômage. Depuis au moins 5 ans, France Travail, qui est anciennement Pôle emploi, sous-traite de plus en plus des missions de service public à des entreprises privées. Une privatisation financée par les cotisations sociales, puisque depuis 2019, pratiquement 2 milliards d'euros d'argent public sont partis dans les poches de ces entreprises. C'est donc un marché qui est très juteux. Une partie des prestations serait même inutile pour les chômeurs. Un témoignage relate par exemple un atelier assez humiliant où on apprend aux chômeurs à jouer au Lego, à se tenir droit sur une chaise ou encore à accepter des boulots précaires sans négociation. C'est fou quand même, comme France Travail, c'est vraiment genre une institution juste pour les patrons, pour bien formater et bien réprimer les travailleurs, quoi. Ces prestations restent tout de même utiles aux dividendes puisque, toujours selon le même témoignage, ces prestataires privés ont touché 1 000 € par tête envoyée par France Travail. En tout cas, ces pratiques s'inscrivent parfaitement dans la politique du désengagement des services publics, du renforcement des contrôles des chômeurs, tandis que le patronat, lui, est déresponsabilisé alors qu'il licencie massivement. Allez, on termine ici, c'était Monteur décolonial au montage, Maxime qui a écrit les brèves, Nina à la vignette et on se retrouve demain à 18h pour votre prochaine Actu Réfractaire. Et évidemment, si vous trouvez ce travail utile, pensez à nous financer, le lien est sur Tipeee, avec des petits dons réguliers, on arrive à former des médias et à vous informer tout le long de l'année, donc voilà, tout est en description si ça vous arrange. Allez, des bisous et à la prochaine.